Oui, je voudrais faire quelques pas dans le chemin qu'a tracé hier Mireille Delmas-Marty, quand elle évoquait une universalité qui ne soit pas pensée comme uniformité, c'est-à-dire d'essayer de voir comment la question qu'on se pose à propos des communs peut contribuer à une universalité pensée comme préservation et renforcement de la diversité, ce qui rejoint un certain nombre d'approches qui sont menées par le courant que l'on appelle les épistémologies du Sud, qui insistent sur la question des plurivers, c'est-à-dire de ce que Delmas-Marty appelait un pluralisme ordonné, qui permet, par le dialogue, en particulier les dialogues nord-sud, d'aller non pas vers un universalisme abstrait, mais un universel concret, qui soit basé sur des hybridations réciproques. Je pense que c'est dans ce cadre épistémologique que je vais essayer de situer la réflexion sur le potentiel transformateur des communs. Et il me semble que ce que l'on a vu pendant cette rencontre, ce que l'on a entendu, c'est qu'il y a une partie de la réflexion qui peut être inférée de l'évolution des entreprises, avec tout ce qui peut relever du recadrage institutionnel de l'action des entreprises. On a cité la responsabilité sociale, bien sûr, et d'autres dispositifs. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais je voudrais au contraire mettre l'accent sur comment ce recadrage ne peut pas, à mon sens, générer de grandes transformations s'il n'est pas couplé à un débordement par la société, qui a été évoqué aussi plusieurs fois dans les débats. Et pour ce débordement, je pense que il serait pertinent de réunir tout un ensemble de courants de recherche qui, à mon sens, sont liés à la fois à des actions menées par tout un ensemble de réseaux au niveau international et aussi à certaines évolutions des politiques publiques, j'en reparlerai tout à l'heure, qui amènent à ne pas scinder entre d'un côté les communs et de l'autre côté, ce que l'on peut appeler tiers secteur ou économie sociale ou économie solidaire, mais partir de l'hypothèse selon laquelle toutes ces approches partagent l'essentiel, c'est-à-dire une tentative de déborder justement le dualisme marché-État qui a été typique des compromis du XXe siècle. Et donc c'est heuristique, me semble-t-il, de relier toutes les démarches qui essayent aujourd'hui de voir comment est-ce qu'on peut avoir une pensée tripolaire et non pas une pensée basée sur le dualisme avec tous les effets pervers que l'on a connus au XXe siècle. Ce que je voudrais également indiquer, c'est qu'il y a une telle polysémie aujourd'hui des communs que je vais me contenter de l'approche de l'école de Bloomington et de voir que finalement, il y a aussi des ambivalences qui sont liées à ces approches du commun comme à ces approches du tiers secteur, de l'économie sociale et de l'économie solidaire, parce que je crois qu'au sein de ces champs, il y a eu au moins 3 conceptualisations différentes qui ont des implications différentes à la fois sur la thématique du potentiel transformateur, mais aussi sur la thématique du changement institutionnel. Ces conceptualisations sont d'ailleurs un petit peu chronologiques, en particulier en ce qui concerne les communs. Je vais être très bref évidemment là-dessus, mais je voudrais rappeler qu'il y a une première conceptualisation des communs et du tiers secteur qui part véritablement de l'approche de l'économie orthodoxe, c'est-à-dire qu'il s'agit de voir dans les Common Pool Resources, les ressources communes, comment celles-ci peuvent être difficiles dans l'interdiction de l'accès. Donc ça pose, contrairement aux biens de club, le problème des free riders, le problème des passagers clandestins. Donc on est vraiment sur une grille d'analyse qui est induite de l'approche de l'économie orthodoxe, et c'est la même chose pour le tiers secteur, puisque le tiers secteur met l'accent sur le fait que dans les services relationnels, il y a des asymétries informationnelles qui sont tellement marquées au détriment des consommateurs que dans un certain nombre de cas, la contrainte de non-redistribution, c'est-à-dire des organisations sans but lucratif, peut être une garantie pour ces consommateurs
que des entreprises lucratives ne peuvent pas mobiliser. De la même façon, les théories du choix public mettent l'accent aussi sur le fait que l'action publique se consacre surtout à l'électeur médian et donc il y a des minorités qui peuvent vouloir s'organiser collectivement et mettre en place des organisations du tiers secteur. Donc, dans toutes ces approches qui relèvent de la première conceptualisation, le marché reste la solution principale, l'État étant subsidiaire et les communs ou le tiers secteur, comme son nom l'indique, étant résiduel. On reste dans la problématique d'un choix institutionnel basé sur une analyse coût-bénéfice, sur des choix rationnels stratégiques et instrumentaux, et donc ça induit une approche sectorielle dans laquelle le tiers secteur ou les communs sont nettement distingués des solutions qui restent principales, celles du marché d'abord, de l'État ensuite. Donc il y a une première conceptualisation qui reste vraiment dans les normes de l'approche économique orthodoxe. Avec les deuxième et troisième conceptualisations, on va s'éloigner, d'ailleurs c'est bien l'évolution de Ostrom qui part de l'économie orthodoxe pour aller plus vers des auteurs comme Commons et Veblen. Donc dans cette deuxième contextualisation, il y aura un accent qui va être mis particulièrement sur la notion de Common Property Regimes, c'est-à-dire de propriété commune. Et là, on rejoint aussi l'accent qui est mis sur la propriété collective historiquement dans l'approche de l'économie sociale, puisque l'approche de l'économie sociale considère comme principal vecteur de changement la mise en place d'entreprises non capitalistes dans lesquelles il y a un patrimoine qui est durable et des principes du type une personne, une voix. Donc, il s'agit de limiter le pouvoir des capitaux dans un certain nombre d'organisations. Ce que vont ajouter les communs, c'est une très intéressante décomposition du droit de propriété en un bundle of rights, un ensemble de droits. Et donc, on voit bien que ces deuxième conceptualisation ne répond pas simplement au paradigme de l'intérêt, mais intègre dans les raisons d'agir le fait, par exemple, qu'il y ait des appartenances et ce que produit l'égalité entre les membres dans ces appartenances. Donc, il y a véritablement une réflexion sur des organisations atypiques, non capitalistes, et dont les droits de propriété permettent de procurer des solutions locales originales. La question qui reste posée dans cette deuxième conceptualisation, c'est est-ce qu'il y a une capacité de transformation des communs ou de l'économie sociale au-delà des solutions organisationnelles locales? Et ça, ce n'est pas vraiment traité dans cette deuxième conceptualisation, et je pense que ça sera traité justement dans une troisième conceptualisation, c'est-à-dire une conceptualisation dans laquelle, et ça, on peut considérer que le travail de S. Ostrom en 2006 sur les communs de la connaissance et plus généralement ensuite sur les New Commons est un tournant à cet égard. C'est-à-dire qu'on va dépasser la référence à la propriété collective pour aller vers ce qui est du domaine de l'auto-organisation et comment cette auto-organisation peut créer des règles de gouvernance polycentrique. Et donc là, on a un élargissement par rapport à ce qu'était la deuxième conceptualisation. C'est ce qu'on retrouve aussi dans le passage de la théorie de l'économie sociale à celle de l'économie solidaire, puisque il y avait vraiment une théorie centrée sur l'entreprise et l'organisation avec l'économie sociale, alors qu'avec l'économie solidaire, on s'interroge sur la pluralité économique et politique. Pluralité économique à partir de Polanyi, par exemple, c'est-à-dire de sa critique du sophisme économiste qui consiste à confondre économie et marché dans les sociétés contemporaines, et son travail ainsi que toute l'école substantielle sur la pluralité des principes économiques et le maintien de la pluralité de ces principes économiques dans les sociétés contemporaines, ne renvoyant évidemment pas dans une perspective évolutionniste ces principes économiques comme la réciprocité à des sociétés qualifiées de primitives ou d'archaïques. Donc c'est un schéma non évolutionniste qui ouvre sur la pluralité toujours en œuvre dans la diversité des sociétés, la diversité des principes économiques, et puis aussi l'idée d'une sphère publique qui ne soit pas simplement représentée par les pouvoirs publics, mais qui intègre des espaces publics avec évidemment
la nécessité d'aller au-delà d'Habermas pour voir que dans les espaces publics populaires, l'une des principales discussions qui est menée, c'est justement la discussion sur les questions économiques. Donc avoir une approche qui est plus axée sur ce qui se fait ensemble, et ce qui se fait ensemble a souvent trait justement à l'économie. Dans cette troisième conceptualisation donc, que l'on a à la fois dans les New Commons et dans l'économie solidaire, ce qui est mis en avant, c'est le caractère instituant d'un certain nombre d'actions collectives. Donc ça nous amène à voir ce qui est du domaine du problème du changement institutionnel. Et ce qui me semble, c'est que pour arriver à penser le problème du changement institutionnel et non pas simplement du caractère instituant de ce que sont les communs ou les initiatives d'économie solidaire, ça suppose de dépasser un certain nombre de difficultés. La première difficulté, c'est le fait que le changement institutionnel a été enfermé pendant la période, disons, de la social-démocratie triomphante dans la dépendance à la croissance marchande. Et donc, on a toute une manière de penser qui a été très, très marquée dans les sociétés occidentales, qui est bornée par cette social-démocratie qui ne remet pas en cause véritablement l'économie, mais c'est plutôt se met en dépendance de cette économie dominante. Et puis, on a à l'inverse une autre façon de penser le changement social. Je renvoie à la célèbre opposition entre réforme et révolution, bien sûr, qui voit la transformation comme une rupture et qui dévalorise tout ce qui est de l'ordre de l'expérience avant cette grande rupture. On voit toute la théorie critique qui a eu beaucoup de mal à intégrer ce qui était de l'ordre des initiatives qui ne renvoyaient pas justement à une rupture d'ensemble. Donc je pense qu'on a une difficulté aussi à sortir de ce paradigme de l'arrachement, qui est un peu celui de la transformation pensée comme rupture. Et il me semble que les communs comme l'économie solidaire nous amènent justement sur une pensée du changement institutionnel différente, dans lequel le changement institutionnel est la voie du changement démocratique. Et donc, c'est un peu en résonance par rapport à la thématique de la transition qui s'est substituée au fameux débat du XXe siècle sur réforme et révolution. J'évoque ça très rapidement, mais il me semble que ça a à voir avec ça. Et donc, ce qui me semble important dans l'approche des communs de l'économie solidaire, c'est de mettre au cœur de l'analyse des processus de changement institutionnel. Et c'est-à-dire, c'est véritablement mettre au cœur de l'analyse le suivi des ambiguïtés de ces processus de changement institutionnel, toujours pris entre normalisation-reproduction et innovation-invention. Et d'essayer de voir comment ça se déroule et non pas assigner a priori le changement institutionnel soit à la normalisation, soit à l'innovation. Il me semble que sur ces bases-là, on peut avoir une réflexion sur le potentiel transformateur des communs qui soit articulé justement à leur capacité de changement institutionnel. Probablement, ça nous amène sur un certain nombre de pistes de recherche. La première piste de recherche, c'est de revenir justement sur une histoire qui a gommé un certain nombre d'éléments qui ont à voir justement avec cette pensée du changement institutionnel. C'est suivre un peu l'indication, là encore empruntée aux épistémologies du Sud, que l'intelligibilité des émergences aujourd'hui est liée à un travail sur les absences, c'est-à-dire ce qui a été invisibilisé dans le passé. Et on voit aujourd'hui dans un certain nombre de pays, je pense en particulier à l'Italie, au Portugal, à l'Espagne ou au Brésil, un travail sur l'associationnisme au XIXe siècle et les liens entre l'associationnisme au XIXe siècle et ce que l'on appelle aujourd'hui commun et économie solidaire, ce qui suppose évidemment de sortir de
la façon dont le récit officiel a interprété cet associationnisme comme un utopisme, mais d'aller véritablement retrouver la mémoire occultée de cet associationnisme. Ça suppose aussi probablement d'articuler la question du changement institutionnel à un travail sur les indicateurs de richesse, c'est-à-dire de voir comment est-ce qu'il est possible de modifier la manière dont on évalue la richesse des sociétés. Et de ce point de vue-là, je pense qu'un certain nombre d'innovations institutionnelles, comme les constitutions qui ont remplacé l'objectif de croissance par l'objectif de bien vivre, même si cet objectif n'a pas été réalisé, ça reste une perspective tout à fait stimulante. Enfin, si on raisonne dans ces termes de changement institutionnel, il me semble que les communs comme l'économie solidaire se situent dans une perspective d'action publique renouvelée, c'est-à-dire d'une action publique qui soit co-construite entre des réseaux citoyens et des pouvoirs publics. Là, dans un ouvrage récent sur la critique de l'innovation sociale, justement, on a mis l'accent sur une expérience comme celle de Barcelone, où justement, il y a des tentatives de construction de nouvelles politiques publiques locales par cette alliance qui est à la fois constructive et aussi conflictuelle entre les réseaux citoyens et les pouvoirs publics. Il nous semble que ces processus sont très intéressants à observer et ça renvoie probablement aussi à ce que Sylvain Lavelle mentionnait également hier, c'est-à-dire que pour que des démarches de ce type-là puissent se faire valoir dans un environnement défavorable, il y a probablement à voir quelles peuvent être les triangulations entre acteurs, chercheurs et responsables publics, ce qui fait que les recherches participatives, à mon sens, doivent aussi, dans les questions méthodologiques qui étaient abordées hier, voir comment il est possible de créer des espaces de débat avec les responsables publics. Merci.